gaan zien eerst en vooral het kleedwoordje in het Nederlands zeggen om iedereen te verwelkomen. Wij zitten hier in een bicommunautair ziekenhuis, dus we gaan een keer een woordje in het Nederlands gezegd worden. Voilà, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus au nom de la plateforme bruxelloise pour la santé mentale. Je vous souhaite vraiment de tout cœur la bienvenue ici, dans cet auditoire, où nous pouvons vous accueillir, je pense pour la première fois cette année en présentiel. Nous sommes ici au cœur même du centre hospitalier universitaire Brugman, que je me permets de remercier pour son accueil et la mise à disposition de ces infrastructures. Les actes de la matinée seront enregistrés aujourd'hui et mis en ligne sur la chaîne YouTube de la plateforme. La volonté d'organiser une matinée d'échange sur des questions liées à la consommation excessive et problématique d'alcool en région bruxelloise et sur les politiques à mener en matière d'alcool est né de constats. Tout d'abord celui du recueil des données TDI, vous connaissez sûrement le Treatment Demand Indicator, et celui de la rencontre d'une série d'acteurs professionnels actifs dans le secteur de la dépendance. Premièrement, le comité d'experts de l'OMS lié à l'alcool publie en 2007 dans un second rapport une série de constats liés aux problèmes de surconsommation d'alcool. L'alcool étant la troisième cause de mortalité dans ce monde, les responsables d'un décès sur 20 dans la tranche d'âge 15-56, c'est aussi la première cause de mortalité. L'alcoolodépendance est une des pathologies les moins bien traitées, puisque seuls 5 à 20% des personnes présentant un problème lié à la consommation problématique de boissons alcoolisées ont accès à une aide, qu'elle soit médicale ou non. De plus, il faut attendre en moyenne, selon les chiffres, 18 ans avant qu'une aide ne soit apportée. Même si de nombreuses et pertinentes initiatives existent, le système de soins échoue donc globalement à prendre en charge cette maladie multifactorielle et complexe. Et en second lieu, cela fait 5 années que la plateforme bruxelloise pour la santé mentale, dans son groupe de travail régional, étudie cette question de près au travers de tous les chiffres et les études épidémiologiques. Et vous savez que la plateforme est aussi le sous-point focal régional de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Et nous constatons une augmentation des prises en charge en lien avec l'alcoolodépendance, et ce, à périmètre constant. Principalement d'ailleurs chez les hommes âgés entre 45 et 54 ans, où on constate une augmentation de près de 50%. L'hypothèse la plus vraisemblable à ce sujet étant sans doute l'évolution démographique de la population depuis plus de 20 ans. Ceci aura un impact sur les besoins en matière d'offres de soins sur la région bruxelloise. Dans son rapport de 2019, Sciences-Anno, qui est l'institut belge scientifique de la santé publique, souligne qu'une consommation excessive d'alcool est associée à l'apparition de nombreuses maladies non transmissibles majeures, telles que la cirrhose du foie, certains cancers et des maladies cardiovasculaires, des troubles mentaux et comportementaux, y compris la dépendance à l'égard de l'alcool, ainsi qu'à des traumatismes résultant d'actes de violence et d'accidents de la circulation. Troisièmement, des acteurs professionnels, interrogés par notre coordination assuétude à la plateforme, pointent les difficultés que les réseaux peuvent avoir à prendre en charge les questions d'alcool, notamment dans les premières lignes de soins d'urgence, du bas seuil et les réseaux généralistes ambulatoires. La plateforme, forte de son expérience, maintenant 30 années, nous fêtons cette année 30 ans d'existence dans la concertation et l'organisation de projets, vous propose aujourd'hui de débattre d'une approche, la réduction des risques en matière d'alcool, qui rompt avec d'autres logiques de prise en charge et peut certainement apporter une plus-value dans l'accompagnement et le soin aux personnes en prise avec des questions d'alcool. Les différents invités présents témoigneront de la diversité d'approches et de points de vue possibles, mettant en perspective et intégrant la logique de prise en charge en réduction des risques. Dans les projets à venir, pour le second semestre de cette année,
la plateforme poursuit les objectifs de créer, à partir de cette matinée d'échange, un groupe de travail sur les questions d'alcool. Si du moins, bien sûr, des questions pertinentes pour le terrain émergent et sont à mettre au travail. Deuxième objectif, réaliser un diagnostic territorial pour la région de Bruxelles-Capitale, évaluant les besoins et les offres disponibles et à créer ainsi que leur coût. Et troisième objectif, de soutenir méthodologiquement un dispositif de formation et d'accompagnement des pratiques professionnelles à la réduction des risques. Alors ce matin, nous avons la chance d'accueillir des invités de qualité, experts en différents lieux dans la prise en charge des problématiques d'alcool. Tout d'abord, nous écouterons Mathieu Fiolaine, fondateur et coordinateur de Modus Vivendi, collectif d'acteurs de réduction des risques alcool, et le docteur Jean Lévy, médecin addictologue, membre du collectif, et qui nous vient des Ardennes. Française. Ensuite, de quoi chacun des discutants invités aura une dizaine de minutes pour réagir en fonction de sa pratique. Et c'est ainsi qu'autour de cette table, qui n'est pas ronde, mais rectangulaire, nous accueillons Sophie Céphale, qui est experte du vécu, experte d'expérience, Robin Derouleau, fondateur du Chemin de la Renaissance, une association de pères et danse, Janaïna Benoît, qui est psychologue à l'unité... Janaïna Benoît, qui est psychologue à l'unité 72, qui est l'unité d'alcoolologie et de toxicomanie du CHU Bruckmann, qui est d'ailleurs dirigée par le chef de clinique, le docteur Catherine Anack. Et nous accueillons aussi le docteur Johannes Fezers, psychiatre et chef de clinique adjoint dans la même unité au CHU Bruckmann et également médecin référent au centre médical NAD. Nous accueillons aussi Héloïse Van Zurpelen, qui est coordinatrice du projet Congo, qui est donc l'équipe, la toute nouvelle équipe mobile, qui s'adresse aux acteurs de, je dirais, sans-abri ou dans de très grande précarité, et qui travaille beaucoup avec le SAMU social et toutes les organisations de terrain. Héloïse, et qui est aussi infirmière au réseau Sans Passe. Nous accueillons aussi Karine Debos, assistante sociale à Interstice, du CHU. Finalement, c'est bon. Ah, dites-moi votre nom. Donc moi, c'est Frédéric Lebos. Ouais. Frédéric, qui, donc je peux dire que vous venez d'Interstice. Oui, voilà, je travaille au Maroc. Voilà, Interstice, donc du Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre, donc qui a trois services, si je ne me trompe, hein, l'équipe urgence addiction, le service parentalité addiction et le service de liaison à l'intérieur de l'institution addiction. Cette table rectangulaire est modérée par le docteur Thomas Orban, que nous remercions d'être là aujourd'hui, qui est médecin généraliste et depuis très longtemps quelqu'un qui sensibilise ses pairs, j'ai envie de dire, aux questions d'alcool et à un jour, quand je l'entendais, j'entendais Thomas Orban dire c'est un peu tabou, mais il faut oser en parler. Hein. Et donc, merci pour cet investissement depuis tant d'années déjà. Un deuxième temps de la discussion ce matin sera réservé à échanger sur les politiques de prise en charge de cette problématique qui est là. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous souhaite une très très belle matinée. Je ne pourrais pas rester avec vous, mais d'autres réunions m'attendent. En tout cas, merci d'être venu de si loin. J'espère que vous appréciez Bruxelles. Hein. En tout cas, sentez-vous comme chez vous ici au CHU. On a les clés, on peut fermer à la fin de la matinée. Je compte sur mes collaborateurs. Vous faites ça très bien. Merci beaucoup et bonne matinée à vous. Merci. Merci. Alors, il vaut mieux micro ou sans micro? Avec micro, ok. Ça marche. Donc, déjà bonjour à tout le monde. Je vais laisser la parole à Mathieu. Juste pour préciser que donc, je suis Jean Lévy, je suis médecin addictologue et avant tout généraliste. Hein. J'ai fait 30 ans de médecine générale avant de faire avant d'aller en temps plein en addictologie. Donc, voilà. Alors, bonjour à toutes
et à tous, merci beaucoup de nous accueillir. Merci à la plateforme pour cette invitation qui fait suite à des fructueux échanges et des projets de collaboration que nous menons ensemble. Merci beaucoup de nous inviter. Alors moi, je tiens à préciser que je ne viens absolument pas des Ardennes, jamais de la vie. Je viens de Marseille, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et j'échangerai ça pour rien au monde. Voilà. Donc, on ne voit pas du tout dans les Ardennes comme on voit à Marseille, et on verra aussi que dans l'accompagnement des pratiques d'alcoolisation des personnes, tenir compte de la singularité des pratiques, c'est un facteur extrêmement important d'efficience pour l'accompagnement proposé. Bref, on a peu de temps, on a 1 heure, on a beaucoup de choses à vous dire. On s'excuse par avance d'avoir peut-être un regard franco-centré, tant dans notre vocabulaire employé que dans les réalités qu'on va pouvoir décrire, même si évidemment il y a des constantes. On est tous les deux bavards. Il ne faut pas hésiter à nous couper si jamais on va trop vite sur des choses ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ne vous précipitez pas pour noter tout ce qu'on va vous projeter. On vous transmettra les diapositives qu'on vous projette. Et on espère que vous trouverez intérêt à ce qu'on a à vous présenter. On va essayer d'illustrer tout ce qu'on dit par des situations concrètes qu'on rencontre, parce que c'est ça qui est important. Voilà, donc nous on est ici pour évoquer avec vous, alors je vais me présenter quand même vite fait puisque Jean l'a fait. Donc moi je suis de formation anthropologue. J'ai eu à travailler dans le cadre de mes études sur ce qu'on appelle l'anthropologie et la sociologie de la déviance. Et c'est en cela que j'ai été amené à m'occuper des questions d'usage d'alcool. L'anthropologie, la sociologie de la déviance, c'est questionner au regard des normes sociales et des logiques sociales d'intégration, d'exclusion, comment une société décrète que telle pratique est acceptable et telle autre ne l'est pas, et quelle logique ça peut produire. Et on verra y compris que le traitement sanitaire de ces questions-là participe de ces logiques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre rapidement pour me présenter? Oui, j'ai travaillé pendant 15 ans pour une grosse structure nationale qui s'appelait l'AMPA et qui s'appelle aujourd'hui Addiction France, et qui est le principal opérateur des soins en ambulatoire auprès des personnes usagères d'alcool et en difficulté. Voilà, alors, tout à l'heure, Thomas Orban était cité à propos de tabou. Nous, c'est d'abord l'un des principes qui nous a guidés tout le temps dans le développement de la réduction des risques d'alcool, c'est que, d'une manière générale, ce qui caractérise notre rapport à l'alcool dans nos sociétés, et je pense qu'il en va de même en Belgique qu'en France, tant dans les discours que dans les pratiques, etc., c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de paradoxe fondamental qui veut que l'alcool est partout, mais qu'en même temps, en parler, c'est porteur d'énormément d'enjeux, et que finalement, en gros, la société se fout de savoir, excusez la vulgarité, si vous avez un problème d'alcool, ce qu'elle veut, c'est que ce problème ne se voit pas, ne se visibilise pas. Et que du coup, la plupart des personnes en souffrance avec l'alcool développent toutes sortes de stratégies, non pas pour se faire aider, pour se faire assister, mais bien développent des stratégies énormes pour qu'elles ne soient pas repérées comme ayant un problème d'alcool. Et c'est pour ça que nous, on dit, alors juste, excuse-moi, tu vas, voilà, juste, c'est pour ça qu'on dit que finalement, ce qui tue dans l'alcool, parce que l'alcool tue certes, mais tue lentement, sauf, on a évoqué les accidents, les traumatismes, mais la plupart du temps, ça tue très lentement, et que finalement, ce qui tue dans l'alcool, c'est finalement moins l'alcool lui-même que nos silences. Et quand je dis nos silences, c'est certes le silence des personnes elles-mêmes consommatrices, mais c'est aussi le silence du monde qui l'entoure. On a tous connu, y compris, je pense, dans nos situations individuelles, personnelles, la fréquentation de personnes dont on s'inquiétait un peu des consommations, mais on évitait de l'aborder parce qu'on pensait que ça pouvait la mettre en difficulté ou lever des lièvres ou je ne sais quoi. Donc voilà, le principal objet de la RDR Alcool, c'est qu'on restaure une parole confisquée, on restaure une parole qui généralement est contrainte, on le verra également, et on favorise la libération de la parole, non pas dans les lieux spécialisés, mais partout où l'alcool apparaît sous une forme ou sous une autre. C'est pour ça que ça implique tout aussi bien les acteurs du soin généraliste que les acteurs de l'accompagnement social, mais également le monde du travail par exemple, le milieu festif évidemment, et donc il est important que partout où les usages d'alcool
se donne à voir, il soit possible d'en parler en toute liberté. Alors rapidement, nous, notre collectif, c'est donc un collectif d'acteurs de la réduction des risques alcool qui regroupe, alors soyons très clairs, puisqu'on vient de dire que la question alcool doit être l'affaire de tous, dans notre collectif, on trouve tout type de professionnels et aussi de personnes qui ne sont là que pour leur engagement citoyen. Et ce collectif, il vise en premier lieu à faire du plaidoyer auprès du grand public, des pouvoirs publics et également des professionnels pour favoriser ce qu'on a appelé l'acceptabilité sociale de l'approche réduction des risques alcool. La motivation à la création de ce collectif, elle repose également sur le constat qu'on fait tous dans nos pratiques professionnelles, dans l'accompagnement individuel des personnes usagères d'alcool qu'on rencontre, du fait qu'elles aient à subir en permanence de la stigmatisation, de l'exclusion, des freins dans l'accès aux droits, des freins dans l'accès aux soins, des freins dans l'accès à l'hébergement, etc. Et qu'il nous semble impératif de devoir les soutenir, les défendre, les accompagner, les représenter, favoriser également une parole collective émanant d'elles-mêmes, et afin de soutenir leurs choix, leurs droits, leurs paroles et leurs points de vue. On travaille également au développement de connaissances en matière d'approche innovante, et notre souhait, notre volonté, la raison d'être de notre collectif, et d'ailleurs c'est ce qui explique aussi notre présence ici, c'est qu'on souhaite que ces connaissances, ces compétences, ces expériences soient mises à disposition de tout le monde. On travaille également à développer des services destinés aux usagers en créant des dispositifs d'accueil et de soins. On a créé en plusieurs endroits ce qu'on a appelé, nous, des accueils bistrotiers, qui sont en quelque sorte, alors je ne sais pas comment on dit en Belgique, l'équivalent des CARUD en France, si ça existe. Ça existe en Belgique? Centre d'aide à la réduction des risques. C'est pour les usagers de drogue, hein, les CARUD. Voilà, donc nous, on crée des espèces d'endroits où, y compris les personnes qui ne sont pas inscrites dans une démarche de soins en lien avec leur consommation, puissent trouver des espaces de sécurisation non contraints à la prohibition. Bon, on en parlera. Et enfin, on accompagne les professionnels de tout secteur pour les aider eux-mêmes à mieux accompagner les usagers dans le cadre de leur mission spécifique, que ce soit des équipes mobiles, que ce soit des équipes de soins, que ce soit des structures d'hébergement, etc. Alors, on a essayé de s'en tenir aux guidelines gentiment proposées par Barbara. Donc, on va faire un rapide tour, on va devoir être assez rapide, on s'excuse. Mais il est important qu'on donne quelques éléments de compréhension, parce qu'avant d'être une affaire de technique, et ça on insiste énormément, de technique, de compétences, on va dire, universitaires ou académiques, en fait, ce qu'on voit, la question de l'alcool est d'abord une affaire de représentation et de discours. Et que c'est bien là que le bas blesse. Donc très rapidement, évidemment, l'alcool, c'est une pratique extrêmement ancienne, présente sur tous les continents et qui vient il y a très longtemps, puisqu'on estime aujourd'hui que les premières traces qu'on trouve aujourd'hui de domestication de l'alcool remontent à 15 000 ans avant Jésus-Christ. On rappelle que c'est une pratique extrêmement courante et il n'y a pas de substance psychoactive autre qui présente une telle prévalence dans les populations. On a 80 à 90% de la population française, et sans doute qu'on doit être à peu près kiff-kiff, les mêmes chiffres en Belgique, qui est consommatrice d'alcool. Alors ça veut tout et rien dire. Une fois que si vous consommez un verre une fois par an, vous êtes consommateur occasionnel d'alcool. On précise également, mais alors là on est un peu plus embêté, que 10% déclarent consommer tous les jours et 15% dans la déclaration de leur consommation s'inscrivent dans ce qu'on appelle un usage à risque ou un usage nocif. Pourquoi il faut prendre ces chiffres avec des pincettes? C'est pas parce que par exemple parmi les représentations communément admises, le fait de déclarer consommer tous les jours signifie qu'on est dépendant. C'est un marqueur de la dépendance, ce qui n'est pas vrai, hein. Il y a des gens qui boivent tous les jours et qui ne sont pas dépendants à l'alcool. Mais donc dans le déclaratif, on voit bien qu'il y a une très forte sous-déclaration. Et alors ça, en fonction des populations, plus les populations sont stigmatisées, plus il y a des sous-déclarations, les femmes étant l'exemple parfait de sous-déclaration de consommation d'alcool. Voilà.
pour les gens qui ont eu l'occasion de voyager un peu dans le monde, on ne mesure pas toujours à quel point dans nos sociétés occidentales, européennes, il y a une espèce d'omniprésence de l'alcool qui est absolument incroyable. Et ce qui a valu d'ailleurs un établissement de sevrage en France. Petite anecdote, vous savez, les établissements de sevrage, je ne sais pas s'ils font pareil en Belgique, qui donnent des petits livrets à la sortie avec des conseils pour ne pas rechuter. Et cet établissement français, parmi les conseils, avait mis, lorsque vous marchez dans la rue, les deux premiers mois de sortie de votre sevrage, regardez vos pieds. Tellement il y a des sollicitations constantes et partout. Voilà, donc une omniprésence, une grande... Voilà. Bon, je passe très vite parce que... Alors, ce qui caractérise le rapport à l'alcool dans nos sociétés, c'est donc cette espèce d'hypocrisie permanente où d'un côté, il y a une survalorisation de la consommation d'alcool comme attribut social nécessaire d'inclusion, d'intégration. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne boivent pas du tout? Elles pourraient raconter les difficultés qu'elles rencontrent dans le monde social, à devoir en permanence se justifier de pourquoi elles ne boivent pas. Donc ultra-valorisation avec une espèce de mythologie du bon buveur à chaque groupe social. Et là, c'est très intéressant, les sciences humaines, pour observer les pratiques d'usage qui sont d'abord des pratiques sociales, sont extrêmement importantes. Il y a une mythologie du bon buveur qui est variable selon les groupes, selon les générations. On ne boit pas à 20 ans comme on boit à 40, on ne justifie pas de ses consommations selon son groupe social d'appartenance, selon son niveau socio-économique, selon son sexe, etc., etc. Donc au bien boire s'associent des notions de convivialité, de distinction, d'art de vivre. Évidemment, puisque on va évoquer la question des usages d'alcool au féminin, il y a aussi une très forte association entre usage d'alcool et affirmation de la virilité. Et puis l'ensemble des notions positives de bon vivant, de fête, etc., etc. Donc il y a une espèce d'obligation sociale à boire. Je pense qu'on a tous commencé à consommer de l'alcool dans nos vies pour faire comme tout le monde. Et c'est ça aussi un peu qui distingue d'ailleurs l'alcool d'autres substances pour lesquelles, dès le premier usage, on sait qu'on se met au banc ou en tout cas on marque des règles sociales acceptables. Et puis, cette hypocrisie, cette espèce d'antagonisme qui ne se fonde sur rien de valide scientifiquement, qui va à un moment vous faire passer, n'importe lequel d'entre nous, ça peut arriver à nous tous, d'un usage acceptable, socialement intégré, voire valorisé, à un usage inacceptable pour la société. Et ça va être l'ensemble des mésusages, qu'on va qualifier de mésusages, ou d'ivrognerie, ou de ce qu'on veut. Ça va être celui qui boit le matin, on va dire lui il a un problème, alors que, vous savez, il y a des gens qui boivent le matin, et puis il y a d'autres gens qui commencent à 19h et qui boivent beaucoup plus que ceux qui ont bu le matin, mais à qui on ne dira rien parce que c'est dans la norme. Il y a les usages solitaires, comme si, alors il y a des gens comme ça, ils disent, mais moi j'ai pas de problème d'alcool, je ne bois jamais seul. Et puis vous allez discuter avec eux et vous vous rendez compte qu'ils ne sont jamais seuls, donc c'est très pratique. Voilà, il y a l'usage féminin. Il y a des expressions terribles chez les patients en France, avec généralement dans beaucoup d'établissements un taux de prévalence masculin énorme. Et des patients qui disent les femmes, on croit que ça ne boit pas, mais en fait les femmes, l'expression terrible c'est les femmes ça boit sous l'évier. Entendu, ça se plante pour boire, et puis la femme, s'il y a bien un endroit où elle sait que le mari ira pas mettre le nez, voilà, c'est sous l'évier, parce que c'est là où on plante les produits ménagers. Donc voilà. Et puis évidemment, les usages sur la voie publique qui sont réprouvés socialement, à qui on associe la déchéance, la dégradation, la clochardise, et qui aujourd'hui sont même réprimés, en tout cas en France, mais on en a discuté hier aussi en Belgique de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des arrêtés municipaux ou autres d'interdiction stricte de consommation d'alcool sur l'espace public, ce qui est un peu problématique pour les publics à la rue, parce que s'ils ne peuvent pas boire dans la rue et qu'ils ne peuvent pas boire non plus dans les structures qui sont supposées les mettre à l'abri, ça devient problématique. Voilà. Donc toujours selon la même logique, je vais passer très vite, hein. Boire selon la norme, c'est là qu'il y a ce paradoxe-là. Boire selon la norme, c'est vivre en société, mais boire autrement, c'est s'exclure de la société. Et là, je convoque un éminent anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss, que certains d'entre vous ou certaines connaissent peut-être, qui avait développé la notion en observant certaines pratiques sociales, en l'occurrence dans l'essai sur le don,
il ne comprenait pas les pratiques s'il les étudiait isolément. L'acte étudié isolément ne disait rien. Les cérémonies de don et de contre-don. Et donc c'est là qu'il a développé ce concept de fait social total. C'est-à-dire qu'au travers d'un acte se joue mon rapport au monde, mon rapport à la société, ma place dans le monde, et je dis au monde qui je suis, et le monde, au travers de l'acte que je commets, me positionne dans la société. Et ça marche à tous les coups. Regardez quelqu'un boire de l'alcool, même inconsciemment, par un processus de construction, vous allez définir à quel milieu social il appartient, quel type de personne, quel type de milieu culturel il évolue, etc. Donc c'est bien parce que l'alcool constitue un fait social total. Les gens de la rue, ils vous expliquent par exemple qu'ils voient dans le regard des passants qui sont des SDF à partir du moment où ils ont une canette à la main et qui boivent dans la rue. Tant qu'ils n'ont pas ça, ils peuvent passer pour un kidam ordinaire qui se promène, mais là, ça les marque, ça leur donne un attribut social. Le corollaire de ce truc-là, de ce fait social total, c'est que du coup, être repéré dans la société comme ne sachant pas boire, non seulement vous disqualifie à boire, mais vous disqualifie socialement totalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner un boulot, on ne va pas vous faire confiance. Si vous êtes une mère de famille, on va forcément décréter que vous ne savez pas élever vos enfants, vous devenez menaçant. Et c'est largement cette disqualification sociale totale qui est à l'origine des mécanismes de déni. Parce que les gens se battent furieusement pour ne pas être exclus socialement et ne pas être réduits à l'alcool qu'ils consomment. Alors, il y a un truc, nous, qui nous pose énormément de problèmes quand on évoque l'alcool, c'est qu'on a tendance toujours à ne parler, d'ailleurs c'est ce qui a été fait dans l'introduction, que des conséquences négatives des pratiques d'alcoolisation. Loin de nous l'idée de les minimiser. C'est le reproche qui a pu nous être fait. Mais c'est un reproche infondé. Nous expliquons simplement que les profils de consommateurs d'alcool qui consomment pour se faire du mal sciemment sont rarissimes. Quoi qu'ils en disent. La plupart des gens consomment pour se faire du bien et ce faisant involontairement se font du mal. C'est une réalité. Donc il est impossible d'entrer en relation avec une personne qui consomme de l'alcool sans aborder la fonction, l'aspect essentiel qui est à l'origine des consommations, que sont les fonctions de l'usage, ce qu'on appelle les bénéfices à boire. Voilà. Et aborder la question des bénéfices ne revient absolument pas, je le répète, à minimiser les conséquences qui peuvent être désastreuses et mortelles. Donc il est nécessaire d'identifier les fonctions utiles de l'alcool. Ces fonctions, elles peuvent être utiles, elles peuvent être existentielles. Si on ne fait pas ça, on disqualifie une nouvelle fois les bénéficiaires, comme je viens de l'évoquer, et surtout, on ne donne aucun sens à leur pratique. Et ça, c'est problématique, parce que ça, c'est la définition grand public, la définition profane de l'alcoolique, c'est celui qui boit sans sens ni logique. Ben nous, en RDR Alcool, on affirme que tout usage, même le plus problématique, même le plus pathologique, répond à une logique et à des fonctions. Ces effets recherchés peuvent être multiples et réfléchissez. Si vous justifiez vos consommations d'alcool, vous allez trouver tous les bons motifs pour le faire. Euphorisant, désinhibant, anxiolytique, excitant, dopant, antalgique, hypnotique. La liste est infinie. Si vous travaillez avec des publics frappés d'isolement social, de désaffiliation, d'ennui, de désœuvrement, l'alcool est un formidable médicament contre l'ennui. Mais faites un essai, enfermez-vous chez vous une demi-journée, astreignez-vous à n'avoir aucun écran, rien, et passez une demi-journée à attendre sans boire et faites-le en buvant. Vous verrez la différence notable. C'est une réalité. Il s'agit également de soulager les souffrances, de surmonter des obstacles, de supporter ou d'oublier une existence monotone ou pénible. Combien de personnes que nous on reçoit, l'alcool c'est le seul truc qui leur fait supporter un boulot insupportable. De voyager ou tout simplement de s'autoriser un peu de fantaisie, d'insouciance. On sait tous que l'alcool est un formidable lubrifiant social, favorise la rencontre. Vous savez, on n'a pas d'études sérieuses là-dessus. Mais combien d'entre nous devons notre existence
à l'alcool. Sans l'alcool, est-ce que nos parents se seraient rencontrés? Est-ce qu'on serait là? Et puis, à côté, il y a ces fameux dommages dont on a parlé, ils sont de toutes sortes, ils sont les effets, mais c'est là la porte d'entrée elle est importante. Les gens consomment pour se faire du bien et ça leur fait du mal alors que c'est pas ce qu'ils recherchaient. Donc il s'agit d'effets secondaires et non désirés. C'est des dégâts collatéraux. C'est pour ça que, on l'évoquait tout à l'heure, là, en off, nous, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent « je veux arrêter de boire ». Mais en vrai, ils disent ça parce qu'ils pensent que c'est la phrase qu'il faut qu'ils prononcent. Mais ce qu'ils veulent nous dire, c'est « je veux arrêter de souffrir », ce qui n'est pas la même chose. Si demain, on nous invente une molécule qui fait qu'on peut boire tout l'alcool qu'on veut sans plus souffrir des conséquences négatives liées à l'usage, je ne crois pas qu'il y aura encore beaucoup de gens qui viendront demander d'arrêter de boire. Alors, on fait trop souvent de l'alcool un problème médical. En fait, bien avant qu'il y ait des atteintes somatiques, l'alcool, c'est d'abord des difficultés sociales et psychiques. Parce que l'alcool est effectivement toxique pour l'ensemble des organes, mais c'est une toxicité lente et retardée. Par contre, les dommages sociaux, les dommages relationnels apparaissent très tôt. Et je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, en tout cas, il y a une tendance très lourde à vouloir systématiquement envoyer celui qui a un problème d'alcool vers le médecin. Mais non. D'abord, bien avant d'avoir besoin d'un médecin, ces personnes-là ont besoin de travailleurs sociaux, ont besoin de psy, ont besoin d'accès aux droits communs et d'être aidés dans leurs difficultés administratives, professionnelles. Mais sauf que tous ces secteurs-là que je viens d'évoquer n'ont aucune formation aux questions alcool, et participent très souvent des logiques stigmatisantes, excluantes, et donc de retard dans l'accès aux soins. Bon, ça, on peut passer, je pense. Donc ce qui est très important, c'est que on est dans une société dont je soulignais l'hypocrisie, qui va être la première, elle, à décréter le moment où l'usage d'alcool est problématique. Ce n'est pas les gens eux-mêmes qui vont dire mon alcool est un problème, c'est les gens qui vont s'entendre dire par le regard social, émanant de la famille, du médecin, de l'employeur, des amis, qui vont décréter mais toi tu as un problème d'alcool. C'est la société et ses composantes qui vont décréter le moment où l'usage est supposé me poser problème, mais en fait lui pose problème à elle. Et ça c'est un truc que je demande aux professionnels systématiquement de dire. Ne dites pas, monsieur X ou madame Y, vous avez un problème d'alcool. Dites, moi, en tant que médecin, en tant que travailleur social, en tant que psy, en tant qu'ami, en tant que parent, en tant qu'enfant, j'ai un problème avec vos pratiques d'alcoolisation. Et ce n'est pas du tout la même chose. Parce que là, on pose les bases d'un dialogue possible. Comme dans les logiques d'exclusion, et là c'est très important, c'est un processus pathogène de rejet hors humanité. Parce que c'est un disqualifiant social total. Finalement, je vous invite à lire des gens comme Maison Dieu, des gens comme Robert Castel, qui expliquent très bien ces logiques-là. Il y a une espèce de mise à mort, d'essentialisation à l'alcool. Quand je bossais à l'AMPA, il y avait une petite plaquette d'information qui invitait les personnes à venir consulter. Et sur la plaquette, c'était une femme qui se regardait dans la glace. Et dans la glace, son reflet, au lieu d'être son visage, c'était une bouteille. Et c'est d'une violence inouïe. Vous n'êtes plus que l'alcool qu'on vous reproche. Donc ce rejet-là, ce rejet hors humanité, mécaniquement il décrète chez les personnes 3 attitudes qui sont renforcées à la fois par les témoins et par la personne actrice elle-même et consommatrice. D'abord c'est la négation, c'est l'ignorance. On regarde ailleurs en espérant que ça lui passe. Et ça on le fait tous, on l'a tous fait. Quand l'ignorance n'est plus possible, c'est le rejet. Là, c'est l'injonction aux soins. Soit t'arrêtes, soit je te quitte. Soit vous arrêtez, monsieur, soit je vous vire. Et soit vous arrêtez et vous allez mourir. Nous, on suit les patients. Ça fait 10 ans qu'ils entendent chaque fois qu'ils voient un médecin, le médecin leur dit encore un verre et vous êtes mort. Et face à ça, la personne usagère, la personne dont on parle, contrainte
d'avouer, d'expier, de dire oui, c'est vrai, j'ai un problème. Très souvent, elle va venir nous chercher sur le registre de la pitié. Elle va nous faire pitié. Ah, mais vous savez, si je bois, c'est parce que ma maman m'a pas assez allaité quand j'étais petit. Vous savez, enfin, toutes sortes d'excuses. Si je bois, c'est parce que je suis à la rue. Mais non, si on étudie ton histoire, on découvrira que ce qui t'a amené à la rue, c'est peut-être aussi tes consommations d'alcool. Donc il y a comme ça un registre de la pitié qui est très souvent sollicité. Donc face à tout cela, et je vais accélérer parce que je vois le gens qui me voilà. Face à tout ça, on peut s'étonner un petit peu de ces logiques qui prohibitives, qu'elles soient le fait de la puissance publique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des institutions médico-sociales ou de l'entourage aussi, parce que nous, le premier interdit qui frappe beaucoup de personnes, c'est celui qu'elles retrouvent lorsqu'elles rentrent chez elles. Du coup, c'est un gros problème pour l'accompagnement des personnes, en ce sens que ça restreint leur temps ou leur espace disponible pour consommer, et que du coup, ça va induire des alcoolisations cachées, rapides et massives, alternant avec des phases de sous-alcoolisation. Plus vous empêchez les gens de boire, plus vous les mettez en état de sous-alcoolisation, plus ils vont y répondre en amont ou en aval par des suralcoolisations massives à visée compensatoire. C'est typiquement ce qu'on voit à l'entrée des centres d'hébergement quand les gens savent qu'ils vont devoir passer une nuit sans consommer. Et bien, finalement, les suralcoolisations qu'on leur reproche, c'est nous qui les provoquons. Voilà. Et ce faisant, comment vous voulez, lorsque vous affichez un interdit de l'alcool, vous faites de l'alcool un mauvais objet. Donc il n'est pas possible après pour les personnes de vous parler librement de leur rapport à l'alcool, puisque celui-ci étant interdit, vous en faites un mauvais objet qui va être médit. Je laisse y aller ou... Allez, on se relève. Oui, donc, pour aller dans ce sens, Mathieu vient de parler des pratiques d'interdit dans un certain nombre d'institutions et au-delà. Alors, on parle de l'arrêté française, vous nous direz si c'est différent en Belgique, évidemment. Mais ce qui est frappant, c'est que ce qui est affirmé comme préalable aux soins, comme objectif principal des soins, c'est le changement, et changement voulant dire un chemin vers l'arrêt des consommations. Ce qui effectivement peut absolument être un souhait, un choix de personnes, mais qui, on le constate tous sur le terrain, n'est pas le choix majoritaire, en tout cas dans ceux qui justement ne sont pas forcément dans les soins. Donc le mode dominant d'appréhension qui reste fortement influencé par les visions sanitaires, par les visions hygiénistes, on va dire, a pour objectif de santé publique, une réduction de la morbidité et de la mortalité. À titre individuel, c'est différent, mais ça influence énormément les milieux professionnels et les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que, même si on peut tempérer le mot dogme, mais le principe comme quoi, hors de l'abstinence, il n'y a pas de salut, ça influence encore énormément les pratiques, les représentations déjà, et les pratiques. Et du coup, même s'il y a aussi la réduction des consommations, qui a pris plus de place depuis un certain nombre d'années, avec le slogan, en tout cas en France, peut-être en Belgique aussi, boire moins c'est mieux, c'est une version finalement light de l'objectif d'abstinence, qui est présenté souvent comme un substitut provisoire avant l'abstinence. Et on s'attache souvent aux questions du combien on consomme, une évaluation quantitative des consommations, du pourquoi. Souvent, c'est les usagers eux-mêmes qui posent la question du pourquoi, mais les professionnels ont tendance à accompagner dans cette direction, alors que ce qui permet de mieux comprendre et d'évaluer la situation et le rapport de la personne à l'alcool, c'est plutôt le comment on consomme, et pour obtenir quoi. Donc pourquoi en deux mots. Alors, autre constat dans l'offre de soins, dans l'offre d'accompagnement, c'est la réalité des sevrages qui sont souvent contraints
et des situations dans les dispositifs de soins de discrimination et d'exclusion. Pas d'exclusion forcément décidée et volontaire, mais en pratique d'exclusion d'un certain nombre d'usagers qui sont frappés par cela, donc, que ce soit en matière d'accès aux soins ou aux dispositifs médico-sociaux, en premier lieu parce que, par rapport à l'interdit des consommations d'alcool, qui fait qu'un certain nombre d'usagers ne peuvent pas se retrouver dans des dispositifs parce qu'ils ne souhaitent pas ou ils ne peuvent pas se passer d'alcool. Et donc un certain nombre font le choix de se tenir à distance de ces dispositifs, et d'autres, pour pouvoir en bénéficier, sont parfois et souvent même amenés à subir des sevrages qui ne sont pas désirés, voire des états de manque sans assistance médicale. Donc ces sevrages contraints, ça c'est vraiment très important en clinique, sont à l'origine, surtout quand ils sont répétés, d'une souffrance neurologique. Et bien souvent, on le constate, vous connaissez tous des usagers que vous accompagnez, je pense, des patients, qui ont des détériorations cognitives qui ne sont pas seulement dues aux alcoolisations, mais qui sont dues au sevrage à répétition, chaque sevrage étant une accélération du vieillissement cérébral. Alors, Mathieu a évoqué les retards cliniques tout à l'heure, hein, et je crois que dans l'introduction, on parlait de 18 ans de retard, que les personnes arrivaient dans les soins à 18 ans après le début des consommations à risque ou à problème, en tout cas une vingtaine d'années, c'est ce qu'on constate aussi en France. C'est quand même beaucoup, et on peut se dire que ce serait quand même pas mal qu'on puisse intervenir avant pour limiter les dégâts, pour donc réduire les risques. Et donc, encore une fois, le fait que dans les dispositifs, on n'affirme pas que l'abstinence n'est pas un préalable, pas plus que la réduction des consommations, mais ça peut être un moyen éventuel, parmi d'autres, d'un changement favorable pour les personnes. Ça fait que l'offre de soins n'accueille que ceux qui sont prêts à s'adapter à cette offre de soins, et ce qui, on le constate, n'est pas la majorité des personnes concernées. Important aussi, c'est de se rendre compte que tout projet de changement, ça ne concerne pas que l'alcool, ça peut nous concerner chacun d'entre nous dans d'autres domaines, mais tout projet de changement est potentiellement déséquilibrant et donc potentiellement générateur de souffrance en soi, le changement. On quitte un équilibre bon, qui n'est peut-être pas terrible, mais pour partir sur quelque chose qui peut déstabiliser complètement la réalité de la vie de la personne. Donc le constat, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on laisse de côté beaucoup d'usagers et que ce n'est pas un hasard si seuls 5 à 10% d'entre eux, en tout cas c'est les statistiques en France, fréquentent les structures spécialisées en addictologie. On dit addictologie ou on dit assuétude? Je veux dire les deux. Et n'y arrive bien souvent qu'à un stade avancé des dommages, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, quelques concepts, et puis tu prendras le relais sur le... Donc déjà une petite définition qui a le mérite d'être claire. La réduction des risques, c'est une approche centrée sur la diminution des conséquences néfastes d'un usage de substances psychoactives, plutôt que sur l'élimination de cet usage. Elle vise à aider les personnes à développer des moyens de réduire les effets négatifs liés à leur pratique d'usage, et donc de traverser la phase de consommation, plus ou moins longue, et parfois jusqu'à la fin, avec un minimum d'atteinte physique, psychique et sociale, afin de préserver et d'améliorer leur chance d'une possible sortie ultérieure dans le respect de leur choix. Voilà, ça reprend un certain nombre de critères et de principes. Alors cette définition, elle a d'abord été portée, et je suppose qu'en Belgique aussi, dans le milieu de l'accompagnement des usagers de drogue, dans le champ de la toxicomanie. Bon, vous savez tous, hein, en premier lieu, au moment des épidémies de virus de VIH, hépatite C, donc pour éviter cette espèce d'hécatombe qu'il y avait chez les usagers de drogue et les overdoses. Et puis, ça s'est étendu, alors en tout cas en France, petit à petit, mais assez récemment finalement. Bon, Mathieu fait partie des précurseurs, mais les choses progressent doucement, mais lentement, mais sûrement en France. Ça s'est étendu aux usages d'alcool, en particulier sans doute parce que en France, vous le savez peut-être, mais l'organisation des soins fait que la compartimentation entre
accompagnement de problèmes d'alcool et accompagnement d'usage de drogue est beaucoup moins présente et qu'il y a eu un passage de l'alcoolologie à l'addictologie générale et ça a permis un rapprochement et des échanges de pratiques entre les professionnels. Donc, sur les principes de la RDR, prendre l'usager où il se trouve, hein, en cherchant à limiter les méfaits, mais sans chercher à imposer un changement dans les consommations. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie et d'insertion, de stabiliser l'état sanitaire, psychique et social, et de réinscrire les personnes dans le soin, toutes celles dont j'ai parlé qui n'y accèdent pas, si on leur propose simplement d'arrêter l'alcool. Et donc ça revient à poser la question du risque, hein, et cette notion de risque, bon, statistiquement, d'un point de vue épidémiologique, on peut bien les risques, hein, on peut faire tout un palmarès de risques de santé, mais psychosociaux, mais individuellement c'est différent, c'est une notion subjective et qui doit être évaluée, identifiée de manière individuelle avec chaque usager. Et c'est la perception de l'usager qui est importante et ce n'est pas forcément la même que celle des proches, que celle des médecins, que celle des accompagnants. Et dire aussi dans les principes que, quelle que soit la diminution des risques ou des dommages, voire simplement une stabilisation, c'est-à-dire une non-aggravation de la situation, c'est déjà un résultat. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de haut seuil et de bas seuil, je crois, dans l'introduction. Là, on part sur du bas seuil, si on peut reprendre la définition, la formule qui est utilisée dans l'accompagnement des usages de drogue. Alors, vous avez, je pense, la plupart d'entre vous, eu à l'entrée la charte du collectif qui n'est pas une Bible, qui n'est pas la vérité absolue, qui reprend des principes qui ne sont d'ailleurs pas les nôtres, mais qui sont issus du terrain, des acteurs de terrain qui font de la réduction des risques. Donc c'est une approche transversale, hein, pas ni médicale, ni seulement médicale, ni sociale, mais vraiment qui relève de beaucoup de domaines. Pour tous les types d'usage d'alcool, c'est-à-dire pas seulement la dépendance, ce qu'on appelle la dépendance, tous les types d'usages qui ont un impact sur la vie de l'usager. Aussi bien en prévention qu'en pratique clinique, dans le soin, comme dans le champ social. Donc les principes de base, c'est évidemment le respect de la dignité, de la compétence des usagers, de leurs droits et de leurs choix. Un libre accès à l'information, pour un choix éclairé, aux soins et aux mesures d'aide sans contrainte au changement. Donc il s'agit d'accompagner les consommations, encore une fois sans condition de changement, ce qui ne veut pas dire ne pas accompagner vers le changement quand il est nécessaire et souhaité par la personne, au contraire. Le préalable, avant toute chose, c'est d'aider à sécuriser les consommations, c'est-à-dire sans forcément les modifier, mais à faire en sorte que les risques soient identifiés, les circonstances de risque, pour pouvoir les réduire avant même d'envisager un changement, une diminution ou voire un arrêt de consommation. Il s'agit donc d'agir positivement sur la qualité de vie, ce qui est un peu différent de l'objectif de santé publique d'agir sur l'espérance de vie, hein, c'est pas forcément la même chose, et de permettre, je l'ai déjà dit, un choix éclairé après une juste évaluation des bénéfices, des risques et des dommages des alcoolisations. Voilà sur le principe. Alors, ce que n'est pas la réduction des risques alcool, alors c'est pas beaucoup de choses, mais on va résumer en quelques mots. C'est-à-dire, au-delà des principes généraux, rappeler que ça n'est pas la quantification d'une évaluation sur la quantité, ça n'est pas la tolérance, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a aucun problème, allez, open bar, c'est en fonction du choix de la personne, ça n'est pas dire que l'alcool ne pose pas de problème, ça n'est pas non plus, et là on a en France un débat, c'est là beaucoup d'acteurs de terrain, d'associations notamment, font la promotion de la réduction des consommations, ce qui peut se justifier d'un point de vue de la santé publique, il n'y a aucun problème. Mais la réduction des consommations, ça n'est pas la réduction des risques alcool, ça peut en être un des éléments, comme le choix de l'abstinence d'ailleurs, mais on ne peut pas résumer la RDR à la réduction des consommations. Ça n'est pas non plus l'incitation à boire, bien sûr, on l'a dit, et ça n'est pas non plus le refus du projet de l'abstinence. Ok, juste, je voulais préciser un petit point rapidement parce que ça peut être utile dans vos accompagnements.
lorsqu'on évoque la question du préalable à la sécurisation des consommations, c'est que vous savez, on a évoqué le retard clinique. Les gens, quand ils finissent par venir nous solliciter, très souvent, c'est quand tout pète. Ils sont en train de tout perdre. Donc, c'est une situation de crise totale. Et il y a un réel problème éthique même à profiter de la faiblesse d'une personne en situation de crise totale pour lui faire valider un choix de changement radical d'organisation d'existence. Nous, on a un réel problème avec ça. Quand quelqu'un est en crise pour quelque motif que ce soit, on fait d'abord de la gestion de crise, on sécurise, et ensuite, dans un second temps, lorsque la crise est un peu redescendue, elle est un peu plus en capacité d'élaborer des projets de changement, etc. Et ça, c'est une notion absolument essentielle. La sécurisation des consommations doit être la première réponse avant d'envisager la construction avec les personnes d'un projet de changement. Alors, rapidement, quelques applications. Alors, l'addiction, moi, de plus en plus, on en parlait ce matin, j'ai des difficultés avec ce terme employé à tort et à travers. On ne parle plus d'usage, on parle d'addiction. Tout est addiction. On parle d'addiction des jeunes, d'addiction de ceci, d'addiction de cela. Non, les jeunes ont des pratiques à risque, des conduites à risque. Est-ce qu'il faut qualifier ça d'addiction? Ça se discute. Quoi qu'il en soit, ce que l'on appelle l'addiction à l'alcool, selon nous et selon les principes de la RDR, arrêtons de dire que c'est une maladie. Ça provoque tout un ensemble de maladies qui peuvent être très différentes. Est-ce que ça l'est en elle-même? Non, ça ne répond pas à la définition scientifique d'une maladie au vu de la variété des types de dépendance qu'on peut rencontrer. Mais par contre, pour paraphraser Salomé, si ce n'est pas une maladie, par contre, c'est sûr que c'est un mal à vivre et un mal à dire surtout, qui nécessite, nous, de créer les conditions pour restaurer une parole souvent confisquée ou auto-censurée. Et là, je veux insister très lourdement sur une spécificité du discours des personnes qui viennent solliciter nos aides. C'est une notion développée par Pierre Bourdieu qui s'appelle la violence symbolique. La violence symbolique, c'est le processus par lequel des groupes dominés, stigmatisés, lui travaille cette question-là dans un bouquin qui s'appelle La domination masculine. C'est comment un groupe dominé dans la société reproduit le discours qui légitime sa domination. Voilà. Donc les personnes stigmatisées pour leur usage d'alcool tentent à nous présenter un discours de façade qui n'est que la reproduction du discours qu'ils ont toujours entendu depuis leur plus tendre enfance sur ce qu'est l'alcoolique. La violence symbolique, c'est ça, c'est une notion essentielle. Hein? Donc voilà, donc ça c'est un aspect très important. Nous on considère que l'usager est expert de ses propres pratiques et c'est d'ailleurs pour ça, il est expert et en même temps ses pratiques le contraignent, il est contraint par ses pratiques, potentiellement contraint par la dépendance, etc. C'est pour ça que nous on privilégie plutôt qu'à la notion de maladie, on parle de notion de carrière d'usage, une notion qui a été développée. Je vous invite à lire Howard Becker, Outsiders, qui s'intéresse aux fumeurs de cannabis dans les États-Unis des années 50 et qui à l'époque n'ont pas le choix, soit c'est des délinquants, soit c'est des malades. Et lui développe une autre approche en disant voilà, c'est une carrière que les gens essayent de gérer et dont parfois ils perdent le fil et qui peut parfois déboucher sur leur décès. Et moi je trouve assez chouette l'idée de dire qu'en tant que professionnel de la RDR alcool, on est des espèces d'agents d'aide à la gestion de carrière, y compris en envisageant l'arrêt de la carrière, la fin de la carrière. Mais on doit aussi aider les gens à gérer au mieux leur carrière d'usage. Ça se fonde aussi sur une réalité qu'on a tendance, c'est un discours qu'on reconnaît dans le champ de la toxicomanie, mais on a beaucoup de mal à le reconnaître, je ne sais pas pourquoi, dans le champ de l'alcool. Nous, on affirme et on s'en rend compte tous les jours que l'usager est expert de ses propres pratiques et que pour peu qu'on lui en offre les conditions et les moyens, il est capable de les nommer, de les évaluer, d'en mesurer les bienfaits comme les méfaits, de faire des choix et de formuler ou pas une demande d'aide qui corresponde à la fois et à ses besoins et à ses capacités de changement. Et ça, c'est tout ce qu'on travaille dans la clinique de la RDR alcool. C'est, voilà, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous voulez préserver? Et il est important que nous, il y ait un espace, par exemple, pour les personnes qu'on accompagne, une fois qu'on a bien travaillé avec elles sur les conséquences possibles de leurs alcoolisations, eh bien, nous, on a des patients qui nous disent « Ok, j'ai bien compris. Eh bien, entre vivre encore 10 ans avec alcool et vivre encore 30 ans sans alcool, je fais le choix de vivre encore 10 ans avec alcool parce que l'alcool est trop important. »
Aborder cette question de l'alcool sans honte ni tabou, comme un élément de normalité sociale dans laquelle peut s'inscrire le professionnel lui-même, il est impératif, nous on trouve que déjà quand les personnes nous disent « c'est bon, j'ai compris, là pour le moment j'ai décidé d'arrêter », eh bien, pour nous déjà on a fait un gros travail. Il faut qu'on crée les conditions pour que cette parole-là puisse s'énoncer. Donc la libération de la parole, elle est extrêmement importante. Nous, on a remarqué, je suis désolé, mais c'est notre dada et c'est souvent ce que retiennent le plus les personnes comme proposition qu'on fait. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'un des seuls supports qu'on avait pour favoriser la libération de la parole était de pratiquer ce qu'on appelle l'accueil avec alcool. Il faut que l'accueil ait une place. Je peux vous garantir, amusez-vous à demander à quelqu'un de parler de sa consommation d'alcool dans un bureau de consultation, évidemment sans alcool, et puis aller reparler, vous, même personne, et lui, même personne, de son rapport à l'alcool, en le faisant à la terrasse d'un café, et qu'il ait un demi devant lui, et bien vous verrez qu'il vous racontera des choses totalement différentes. Et ça ne veut pas dire que l'un est vrai, l'un est faux, c'est que la réalité, c'est les deux. Bon, alors très rapidement, parce qu'on n'est pas là pour vous parler de ça, mais c'est important, nous, on travaille à accompagner tout établissement, quel que soit son champ d'intervention, dès lors qu'il est impacté par les problématiques alcool, sur leur montée en compétence pour être eux-mêmes des acteurs de RDR alcool. Voilà. Hein? Dans les temps de rencontre individuelle avec certains d'entre vous. Ok. Donc, la première des réductions des risques, c'est la restauration des personnes dans leur plein droit. Voilà. Donc il est impératif que, avant de s'occuper qu'est-ce qu'on va faire de l'alcool de monsieur X ou monsieur Y, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, tout de suite, là maintenant, dans les situations sociales, dans les situations d'accès aux soins, d'accès aux droits, d'accès à des revenus, etc., qu'est-ce qui met immédiatement en péril monsieur X ou madame Y. Donc, encourager l'accès aux droits, l'accès au logement, l'accès aux soins, mais ça demande que les droits, le logement et le soin intègrent dans leurs accompagnements la réalité des consommations des personnes. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, l'accueil avec alcool, je l'ai évoqué rapidement, il est impératif, par exemple, je ne sais pas si on l'évoque plus loin, mais on n'aura sans doute pas le temps, donc je le dis maintenant. Moi, tous les travailleurs sociaux qu'on rencontre, ils disent l'alcool, ça nous empêche de faire notre accompagnement social. Ben, il y a une erreur de départ. Ça veut dire que l'accompagnement social, il n'a pas été pensé en intégrant la réalité des consommations d'alcool de la personne. Et ce n'est pas la personne qui va vous le dire librement. La personne, bien sûr, qu'elle va vous dire qu'elle est prête à honorer tous ses rendez-vous, qu'elle est prête à reprendre son boulot tout de suite, qu'elle est prête à arrêter tout de suite de boire pour récupérer ses enfants. Mais tout ça, c'est des projets, si nous, on n'aide pas la personne à regarder ça un petit peu avec distance, le simple fait, quand vous donnez un rendez-vous à quelqu'un, de s'intéresser à ses rythmes d'alcoolisation, pour savoir à quel moment de la journée il vaut mieux lui filer un rendez-vous pour pas trop le mettre en souffrance, ça, c'est aussi une façon d'accueillir avec alcool. Donc la notion de sécurisation, j'en ai parlé rapidement, mais essayez d'en parler avec les personnes avec qui vous êtes amenés à parler de ça. Nous, on a développé une notion qui est importante, qu'on a appelée la zone de confort, qui peut être la zone de sécurité. On a dit que toute personne consommait de l'alcool, consommait parce que l'alcool remplissait une fonction. Cette fonction est ce qu'on appelle dépendante dose. Si je consomme de l'alcool à des fins d'anxiolyse, pour ne pas qu'il y ait des montées d'angoisse, cet effet d'anxiolyse, si je le trouve à 3 grammes, ne me dites pas de me mettre à 1 gramme parce que je ne l'aurai pas. Donc ça, c'est une notion très importante, cette zone de confort et le niveau d'imprégnation alcoolique garantissant la fonction que je viens rechercher. Ça vaut pour tout le monde, hein. Si je suis un adolescent boutonneux, timide, complexé, et que l'alcool m'aide à aller à la rencontre de l'autre en boîte et à me désinhiber, si je m'en tiens aux normes santé, aux normes d'usage de Santé publique France qui me dit qu'il ne faut pas boire plus de 2 verres standards par jour, avec mes 2 verres standards par jour, c'est pas ça qui va me désinhiber suffisamment pour que j'obtienne de l'alcool, les fonctions que je viens chercher. Donc cette zone de confort, elle est très importante et c'est là aussi cette idée de sécurisation, c'est que
y compris d'un point de vue somatique, y compris d'un point de vue cognitif et y compris d'un point de vue comportemental, vous avez beaucoup moins de dégradation chez la personne si vous l'aidez à maintenir une zone de consommation la plus étale possible, plutôt que si vous l'encouragez à multiplier des consommations en yo-yo, fait de succession d'épisodes de sous-alcoolisation et de suralcoolisation. On travaille aussi à éviter tout ce qui est usage caché, parce que les usages cachés sont des usages rapides, sont des usages délétères, sont des usages honteux, sont des usages qui renforcent les atteintes à l'estime de soi, etc., etc. On accompagne les usages parce que ça nous permet de réintroduire de l'hydratation, parce que l'hydratation, c'est, au cas où il y en a qui ne le sauraient pas, l'alcool déshydrate. Donc il est important de réhydrater les personnes pour tout un ensemble de troubles que ça peut occasionner. Hein, ouais, vas-y. La question de l'alimentation, c'est que manger en buvant, ça retarde la montée de l'alcoolémie et ça la diminue même. Ça, c'est extrêmement important. Donc, quand on accompagne les consommations, quand on donne à manger en même temps aux gens, on fait de la RDR. On va travailler avec les personnes à faire un peu l'anamnèse de leur pratique d'usage, de leur histoire avec l'alcool, et on va ainsi repérer les circonstances ou les moments de consommation qui sont les plus problématiques, et on va focaliser nos interventions là-dessus. Ça peut être la conduite automobile, ça peut être la gestion des consommations d'alcool sur le lieu de travail, parce que j'imagine en Belgique comme en France, ça devient quasiment interdit partout, mais la réalité, c'est que les gens boivent, et notamment les gens en difficulté, ils ne peuvent pas passer une journée au travail sans boire. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les aider? La question évidemment qui se pose très souvent, parce qu'en France, on a toujours quand même des codes qui expliquent que l'usage inapproprié d'alcool chez la mère peut être à lui seul un motif de retrait de la garde de l'enfant, etc., etc. Et il est important aussi, dès lors qu'on a affaire à quelqu'un qui est dépendant, nous, notre première inquiétude, c'est pas qu'il arrête de boire, c'est qu'il se retrouve le moins possible dans son existence, tant qu'on n'a pas décidé de ce qu'on allait faire, exposé au manque. Parce que le manque d'alcool, si vous avez déjà rencontré des gens qui vous racontent ce que c'est une douleur insupportable. Et d'ailleurs, ça peut aller déboucher au décès. Ça peut aller jusqu'au décès. Donc, on maltraite les gens quand on leur inflige du manque. Et vous savez, le manque, il y a le manque cliniquement visible, tremblement, sudation, mais il y a ce que nous, on appelle le manque qui est d'ailleurs beaucoup plus fréquent, qui est le manque infraclinique, qui est que la personne n'a pas de signes visibles, elle ne tremble pas, elle ne transpire pas, mais elle est dans un état de détresse psychique qui la rend complètement inapte à échanger avec nous, à dialoguer et à construire un projet de travail. Évidemment, la question des associations médicamenteuses, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, c'est une catastrophe. Les gens qui consomment de l'alcool massivement ont des ordonnances à rallonge dont la plupart des composants sont absolument incompatibles avec la prise concomitante d'alcool. Et les prescripteurs se contentent de dire « Monsieur, avec ça, il ne faut pas boire ». Mais non, il faudrait dire « Monsieur, vous buvez avec... Je ne vais pas vous donner ça, je vais vous donner autre chose. Ou alors, je ne vais rien vous donner parce que l'alcool joue ce rôle déjà. » J'accélère. Marseillais, bavard. Voilà. Donc nous, on travaille d'abord à une compréhension du comment les gens boivent, c'est quoi les logiques de consommation, c'est quoi les rythmes de consommation, etc. Et puis ensuite, on travaille à une évaluation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le risque, premièrement, il est subjectif. Un exemple tout bête. Il y a plein de patients, vous leur évoquez le risque de cirrhose ou d'évolution négative de problèmes hépatiques. Le problème, c'est que ça ne leur parle pas trop parce qu'il se trouve que les cirrhoses, même à un stade avancé, chez la plupart des patients, c'est totalement asymptomatique. En plus, il y a une vague souvenirs de l'école où on leur a expliqué le foie, c'est le seul organe qui se régénère. Donc écoute, j'arrêterai un jour et puis ça ira mieux. Donc c'est très important de considérer que l'évaluation du risque, elle est subjective et elle appartient à l'usager lui-même. C'est ce qui lui pose problème dans la vie, sur lequel nous, on va devoir intervenir. C'est parce que nous, en tant que professionnels, on va décréter pour lui comme étant le plus problématique. Deuxième chose, cette question des risques, on évalue les bénéfices, on évalue les risques, le risque est subjectif. Deuxièmement, le risque, il n'est évaluable qu'à l'aune des bénéfices nécessaires qui génèrent ces risques. Et nous, en fait, quand on travaille aux bénéfices, il y a plein de gens qui disent « mais ce risque, pour moi, il est acceptable ».
parce que c'est le prix à payer nécessaire pour l'obtention du bénéfice. Donc nous, ce qu'on considère, c'est que toute personne, une fois qu'on a éclairé ses choix, il ne s'agit pas de nier nos compétences et nos expertises, il faut qu'elle se voie proposer, sans qu'on lui raconte d'histoire, aussi bien dans sa situation, la possibilité du maintien des consommations que la possibilité d'une réorganisation qualitative des consommations, d'une réduction quantitative et également d'un arrêt des consommations qui est tout à fait envisageable et nécessaire pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, ce qui est très important, ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens qu'on suit, c'est que l'arrêt, la diminution, ce n'est pas des objectifs. Ce n'est pas des objectifs thérapeutiques, c'est des moyens, c'est des outils. L'objectif, c'est la qualité de vie. C'est d'agir sur la qualité de vie des personnes. Et la qualité de vie, comme la notion de risque, à la différence de la notion de bonne santé qui fait appel au savoir sanitaire, la notion de qualité de vie, c'est une notion subjective. Moi, dans l'idée que je me fais de la qualité de vie, je n'irai jamais vivre à Charleville-Mézières dans les Ardennes. C'est pas possible. Voilà. Donc cette qualité de vie, elle appartient à chacun. Dès lors que la personne est informée, qu'elle sait ce qu'elle risque, qu'elle sait où elle va, c'est à elle de choisir. Et ce n'est pas à nous. Cette qualité de vie, il faut qu'elle lui soit le plus favorable possible en fonction de ses ressources, de ses besoins, de ses désirs, de ses contraintes, etc. Et c'est là que c'est très intéressant. On n'est plus dans une logique hiérarchique, ascendante, verticale. On est en perpétuelle négociation avec la personne qu'on reçoit sur ce qu'elle imagine pour elle-même et sur ce que nous, on a à lui suggérer pour elle-même, avec des arguments. Oui, ok. Ouais, tu parles. Alors, la précarité, peut-être enlever ça quand même. La précarité, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, notamment dans la priorité qui doit être donnée à l'accès aux droits, l'accès au logement, l'accès aux soins. Et évidemment, ça se pose plus dans des situations de précarité, ces difficultés d'accès. Bon, quelques petits rappels, mais je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux dans la salle, donc je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Je ne suis pas travailleur social, je suis médecin, donc pourquoi je parle de précarité, je ne sais pas. Bon, c'est ce qu'on rencontre au quotidien, mais il faudrait éviter le cliché alcoolisme ou problème d'alcool égale précarité. Vous savez, bon, il y a des situations dramatiques liées à l'alcool chez des publics qui ne sont pas du tout en précarité, mais ce qu'on peut dire, c'est que si la prévalence est sans doute plus forte dans les publics précaires, quoique il n'y a pas toutes les personnes en précarité n'ont pas de difficulté avec l'alcool, n'ont pas d'usage d'alcool qui pose problème. Il y en a sans doute plus, mais c'est surtout la fonction de l'alcool qui, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, parfois la fonction d'autres substances psychoactives aussi, en tout cas la fonction de l'alcool qui revêt une importance et une fonction vraiment existentielle parfois. Mathieu l'a évoqué tout à l'heure sur le fait de pouvoir supporter une réalité très pénible à supporter. Et donc ça, d'une part, et d'autre part, le fait que sans réduction justement de ces facteurs de précarité, la personne peut difficilement se trouver en situation d'envisager un changement quelconque dans ses usages d'alcool, dans ses pratiques, que les personnes en précarité, alors c'est quelque chose d'un peu général, mais on ça de particulier beaucoup plus que chez les autres publics, c'est d'avoir une grande difficulté à se projeter, à appréhender la réalité et à gérer le temps. C'est vraiment au jour le jour, au quotidien, se projeter dans un projet thérapeutique, un projet de vie est quand même très très difficile sans d'abord s'attaquer aux facteurs de précarité. Comme on a très peu de temps, je ne sais pas, peut-être dans les échanges on y reviendra là-dessus. On a abordé, alors peut-être un focus sur l'hébergement que Mathieu a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire cette grande difficulté, bon, pas que l'hébergement, mais des professionnels du terrain social à appréhender, à accompagner les personnes qui ont un usage d'alcool sur ce c'est parfois une méconnaissance de la réalité, ça peut être le cas, et donc tendance à déléguer
au secteur médical ou de l'alcoolologie, de la dictologie, et parfois il y a une espèce de ping-pong où les professionnels de la santé sont pas trop au fait des réalités de la précarité. Et il faut d'abord gérer le problème de la précarité. Les professionnels du social, il faut d'abord gérer le problème alcool. Et on a bien du mal à coordonner les choses et à agir de manière cohérente. Voilà, volontairement je fais court et on y reviendra dans les échanges. Oui, alors, juste deux petites précisions sur le focus précarité. C'est vrai qu'on a tendance, à raison d'ailleurs, depuis nos fonctions respectives, à avoir de grandes inquiétudes lorsqu'on voit arriver des personnes dans des états extrêmement délabrés, dont on se demande encore parfois comment elles peuvent être encore en vie. Ça ne doit pas nous faire oublier que, comme le disait justement, je crois, je ne sais plus si c'est Furtos ou Declercq, il expliquait que on a beau tourner le problème dans tous les sens, l'alcool c'est le meilleur médicament des souffrances liées à l'exclusion sociale et à la grande précarité. Et ça doit être notre porte d'entrée. L'alcool, et c'est exact, c'est la citation que j'avais recueillie dans la rue, j'avais fait un travail ethnographique de recueil des pratiques d'alcoolisation et des récits d'alcoolisation dans la rue. Au début, je l'avais fait dans les centres d'hébergement, mais comme l'alcool était interdit partout, la parole que je recevais n'était pas une parole... voilà, donc je me suis trimballé avec mon sac à dos, j'avais une petite table de bar pliable, j'offrais un coup à boire et on parlait de ça dans la rue. Et ils m'ont expliqué un petit peu, il et elle aussi. Et donc là, cette parole-là, la rue, ça pue moins avec 2 verres dans le nez, c'était tout à fait que ça rendait supportable ce que vous et moi, si nous avions à le vivre, trouverions insupportable. Voilà. Alors, rapidement, parce que on avait promis d'évoquer, la question du genre dans le rapport à l'alcool est absolument essentielle, tant dans l'acceptabilité sociale de la consommation. Vous savez, c'est des clichés, hein, mais nous, les hommes, on a le droit d'être bourrés, mais vous, mesdames, vous avez juste le droit d'être pompette. Je ne sais pas si vous dites pompette aussi en Belgique. Voilà. Dans l'œil dans l'idée et les représentations des lobbies alcooliers, vous voyez tout de suite quand ils veulent vendre de l'alcool aux femmes, il faut que ce soit rose sur le fruit, qu'il y ait des bulles. C'est cet ensemble de clichés assez dévastateur. Donc il y a une double peine. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à regarder cette scène des tontons flingueurs où on évoque une femme qui boit comme un homme. Il n'y a pas de pires attributs dans les pratiques d'alcoolisation que de dire d'une femme qu'elle boit comme un homme. Donc il y a une espèce de double peine qui impose aux femmes d'être en permanence en situation de vigilance sur l'image qu'elles renvoient, d'une part, lorsqu'elles consomment de l'alcool, et aussi du fait qu'une femme qui boit, pour l'homme, c'est une proie facile, qui se consomme rapidement. Il y avait cette même femme qui a dit cette phrase, qui disait « Je vois bien dans le regard des hommes, quand j'ai bu, je suis plus qu'un bout de viande. » Voilà. Donc il y a une espèce de violence qui leur est faite. Cette violence, elle se trouve tout à la fois dans le regard social, dans les contraintes qui leur sont faites pour beaucoup d'entre elles, et on le voit avec beaucoup de femmes qu'on suit, à devoir consommer en permanence cachée, à développer des stratégies pour ne pas que ça se voie. Donc, par exemple, la vodka est très appréciée parce que la vodka, non seulement a ce mérite d'être incolore et de passer pour de l'eau, mais en plus, parmi tous les alcools, d'être l'alcool le plus inodore, donc celui qui laisse moins de traces. Les femmes ne s'autorisent pas à boire l'alcool très souvent qu'elles aiment. Elles sont contraintes par les règles d'accès à la consommation d'alcool des femmes, d'être contraintes dans leur choix de ce qu'elles boivent. Elles se posent en permanence la question de qu'est-ce qu'on va dire quand je passe à la caisse, donc qu'est-ce que je dois prendre, ou qu'est-ce que je ne prends pas, où je vais faire mes courses, où je stocke, etc. Il y a comme ça un truc impitoyable. Cette violence symbolique dont j'ai parlé, qui est encore plus forte, où le taux de déclaration de consommation a fortiori quotidienne chez les femmes est absolument sous-évalué, qui conduit, nous, il y a des patientes qu'on accueille, elles sont à un niveau de cirrhose apocalyptique, mais
pour elles, pour leur survie psychique, elles ne boivent pas, parce qu'une femme, ça ne boit pas. Donc on est obligé de leur dire qu'elles ont une cirrhose, mais c'est bête, vous ne buvez pas, mais vous avez la cirrhose de quelqu'un qui boit plusieurs litres par jour. Mais je ne bois pas, bon ben vous ne buvez pas, et comment on fait? Voilà, donc il y a tout un travail à faire, une vigilance, et nous-mêmes, et alors là c'est le dernier point, parce que je préfère qu'on échange ensuite, et vous aussi sans doute, j'espère. Moi il y a un truc, et j'en ai été le premier acteur, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'un jour, donc nous on peut recevoir les gens, y compris en entretien assez massivement alcoolisés, et parfois c'est un peu compliqué à gérer, mais parfois ça a aussi le mérite que les gens viennent, qui s'ils ne pouvaient pas venir alcoolisés, ne viendraient pas, on ne pouvait pas les toucher. Et cette personne, cette femme, elle vient et elle me dit, au terme de l'entretien, ça faisait plusieurs fois que je la voyais, et elle me dit, mais vous m'aimez pas. Vous m'aimez pas. Et moi, je l'ai pris comme, vous savez, désinhibition de l'alcool, plan un peu drague ou je sais pas quoi, mais c'était pas du tout ça. En fait, elle m'a expliqué, elle était là dans la salle d'attente, ça faisait plusieurs fois qu'elle venait, et elle me dit, mais je vois bien quand c'est un homme, l'entretien il dure plus longtemps. J'entends que ça rigole, c'est détendu, mais quand c'est moi, il n'y a rien de tout ça. Et en fait, j'ai réalisé, moi qui croyais être un brillant professionnel, bon, etc., qu'en fait, moi, je ne m'étais pas complètement débarrassé des représentations selon lesquelles, quand même, une femme qui boit, ça va pas. C'est pas cool. Ça va pas. Et ça, je le vois parce que, en termes de violence symbolique, les femmes qui boivent souffrent d'autant plus de culpabilité qu'elles savent que ça ne se fait pas. C'est pas acceptable. Et ce qui me pose beaucoup de problèmes, c'est que nos interventions, très souvent, renforcent et légitiment ça. Je lis beaucoup, on lit beaucoup de prose de ce qui se fait aujourd'hui, des pratiques en addicto. Je suis désolé de le dire, mais la plupart sont masculino-centrées. Elles sont genrées. Elle ne laisse que peu de place à ce qui spécifie les pratiques et les recours aux alcoolisations en fonction du genre. Et c'est extrêmement problématique parce que nous, on voit aussi que beaucoup de femmes, quand elles font des expériences, notamment de sevrage, etc., elles vivent des situations assez violentes parce que les lieux de sevrage sont des lieux où il se joue beaucoup de choses autour de ça et elles se trouvent confrontées en tant que minorité visible et moins acceptées à une violence parfois inouïe. Dernière chose, moi j'entends encore des addictologues oser venir dire face à face à des gens que je suis, à des femmes que je suis, Madame, vous êtes jolie, pourquoi vous buvez, vous voulez devenir moche? Est-ce que vous imaginez la violence du truc? Eh oui. Est-ce qu'on dirait ça à un homme? Est-ce qu'on dirait ça à un homme d'une part? Et la femme qui, un éminent addictologue marseillais qui lui dit ça, et la femme, au début, ça la choquait même pas parce qu'elle dit, mais ça, c'est déjà ce que j'entendais ma mère me dire. C'est ce que j'ai toujours entendu. Et quand je me regarde dans la glace. Voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous avez des campagnes. Madame, l'alcool nuit à votre teint. Madame, l'alcool vous empâte, etc. Enfin voilà, il y a des arguments genrés comme ça qui relèvent un peu du cliché et qui contribuent finalement au non-recours aux soins de personnes qui, elles, sont en grande difficulté, qui du coup, c'est très compliqué de parler aussi des bénéfices avec elles parce que beaucoup d'entre elles s'infligent des consommations comme une punition en plus, parce qu'elles ne devraient pas le faire. Donc moi, je suis des personnes qui sont bien sous tout rapport, qui occupent de très hautes fonctions et qui attendent que tout le monde soit couché le soir, qu'il n'y ait plus personne pour, en s'étant retenues toute la journée, et qui là se mettent tout ce qu'elles peuvent se mettre, justement, et leurs alcoolisations sont complètement contraintes par ce fait-là et par cette question-là. Donc nous, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on organise, alors je sais qu'en France ça fait des grands débats, mais je suis désolé de le dire, quand on organise des temps non mixtes, des temps où des femmes entre elles peuvent parler de leur rapport à l'alcool, parce que ça ne pas, hein, quand vous faites des groupes de parole et qu'il y a hommes et femmes, la plupart du temps c'est quand même l'homme qui prend toute la place, quoi qu'on le dise. Donc il y a vraiment des trucs à faire là. Nous on est en train de travailler, alors la pérédance pour nous c'est aussi de permettre et de favoriser la réunion de gens qui sont toujours dans l'usage d'alcool et venir parler entre eux de ce qu'ils essayent de mettre en place, de ce qu'ils imaginent, etc. etc. Tout comme l'auto-support, je ne sais pas si on dit comme ça en Belgique, mais on parle de la RDR historique. La RDR historique, n'oublions jamais que ça existe parce que c'est des usagers de drogue actifs qui se sont battus pour que ça existe.
Donc cette notion d'autosupport, on essaye aussi de la développer et on remarque que pour penser leurs pratiques, penser leurs besoins, mettre à distance ce à quoi elles se confrontent, ben les femmes en tant que groupe qui restent, quoi qu'on en dise, un groupe dominé, sont beaucoup plus productives et beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus stimulantes finalement que ce qui peut se dire dans certains groupes d'hommes, pas tous. Voilà. Voilà, on a fait resserrer, peut-être dense. On avait 1 heure. On laisse le temps à l'échange si vous le voulez bien. En tout cas, merci de votre écoute. Merci.